Voilà, alors bonjour tout le monde. Euh, voilà, j'ai choisi de parler d'un personnage peu connu et que je n'ai pas connu, bien qu'il ait été mon arrière-grand-père, le rabbin Léonard Koch, qui est décédé en 1930. Donc, c'est pas hier. J'ai encore connu sa veuve, qui, après avoir passé près de 20 ans auprès de sa fille, vint vivre à Strasbourg après la guerre mondiale et elle est décédée en 1965. Donc, Louise Koch est restée veuve 45 ans. Ou 35 ans, pardon, excusez-moi. Il est très curieux que j'ai très peu entendu parler du rabbin Koch. Et je pense que la raison est évidente, à savoir le fait que une des filles du rabbin Koch, avec son mari et sa fille, ont été déportés et que le poids de cette absence pesait sur les épaules de mon arrière-grand-mère, et sans doute que les souvenirs de Wissembourg, fut-il très heureux, avaient quelque peu été plombés par cette absence, d'autant que leur fille Colette, c'est-à-dire ma tante, a également été déportée depuis Nice. Elle était une amie de l'ancienne ministre de la Santé, Simone Veil. Voilà. Mais je dois dire que si je peux parler du rabbin Koch, bien qu'il y ait très peu de documents, c'est grâce à sa fille Marion, qui a rédigé pendant la guerre de 14, elle avait seulement 12 ans, un journal intime au jour le jour, où on voit toute la vie familiale, rabbinique, je dirais même officielle de Wissembourg se dérouler sous nos yeux. Et c'est le document qui m'a permis de pénétrer un peu dans l'intimité d'un rabbin tout à fait inconnu et qui, malgré tout, était resté 38 ans sur le même siège rabbinique, ou 32 ans, pardon, sur le même siège rabbinique de 1898 à 1930. Donc 32 ans. Et il a laissé très peu de traces. Par contre, je voudrais citer les propos de Yirmiyahu Yovel, qui dit la chose suivante. Il dit les sociologues aiment bien parler de temps en temps de personnages peu connus. Pourquoi? Parce que il est possible de se libérer du schéma contraignant comme celui qui considère chaque rabbin comme faisant uniquement partie d'un concept nommé rabbinat, avec tout ce que cela comporte d'approximation. Donc, essayer de pénétrer la vie d'un personnage, somme toute peu connu, peut avoir son intérêt sous de multiples aspects, et je vais essayer de vous l'exposer. Donc, cadre général, dans les dernières années du 19e siècle, les petites communautés juives alsaciennes ne sont plus à leur apogée, commencent à se vider au profit des petits bourgs. Au niveau démographique, les nombreux ménages sans enfants, les mariages tardifs, sans parler des difficultés liées à la constitution d'une dot, expliquent à eux seuls le grand déficit de natalité, malgré la baisse de la mortalité infantile. Par ailleurs, les départs vers la France de l'intérieur à la suite de l'annexion et l'attrait qu'exercent Paris, Berlin ou les États-Unis accentuent encore ce déclin. La baisse de la population juive alsacienne est estimée pour la période 1870-1905 à 8000 personnes. Donc, l'Alsace juif a perdu 8000 personnes durant ces 30 ans. Et la réduction du rôle économique des Juifs dans les campagnes se fait rapidement sentir. Cependant, bien que les villages alsaciens abritent encore à cette époque
un nombre significatif de petites communautés homogènes, comprenant les métiers de base, boucher, épicier, boulanger, courtier en bétail et en grains, sans parler des colporteurs. Les jeunes juifs abandonnent les métiers traditionnels, réorientent leur activité vers des commerces plus stables et cessent petit à petit de battre la campagne. Seul le négoce du bétail et des produits agricoles sous sa forme ancienne reste dans ces communes leur apanage, et la nouvelle génération, issue de la petite bourgeoisie qui fréquente les lycées, entreprend des études supérieures et vient progressivement renforcer la couche libérale des centres urbains. Au plan politique, la vie des Juifs d'Alsace n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ne parler que de quelques-unes des crises, rappelons qu'en 1896, nombre de protestants et de catholiques sont d'accord avec l'abbé Jean Muller pour considérer la question sociale comme une question juive. On accuse encore les Juifs d'être responsables de la crise agricole de la fin du siècle, des méfaits de l'industrialisation et de la misère des pays dus, on le répète sans cesse, à l'usure. La presse catholique diffuse largement les écrits de cet ecclésiastique contre lequel le consistoire porte plainte, mais sans avoir gain de cause. Lors de l'affaire Dreyfus, le Volksfreund, qui est un journal populaire allemand, se déchaîne contre les Juifs avec le soutien plus ou moins affirmé du Parti catholique. A contrario, dans le journal de Colmar, l'abbé Émile Wetterle prend ses distances avec de telles accusations. La situation se calme un peu après la grâce de Dreyfus en septembre 1899, mais l'antisémitisme reprend de plus belle 4 ans plus tard. Il est utilisé par le journal catholique L'Elsässer comme un argument électoral dans sa lutte contre les protestants lors des élections de 1903. C'est bien connu, les Juifs et les protestants sont les mêmes. De façon assez paradoxale, la cohabitation perdure néanmoins sans haine populaire généralisée, et le souvenir des pogroms de 1848, on n'en est pas tellement loin, semble appartenir à une période définitivement révolue. Les liens entre juifs et non-juifs, qu'ils soient de nature commerciale ou de voisinage, liens auxquels tout le monde tient, sont anciens. Ils courent souvent sur plusieurs générations, et les politiciens n'ont heureusement pas encore l'influence qui sera la leur lorsqu'ils auront développé les techniques de propagande assassine qui bouleverseront l'Europe entière quelques décennies plus tard. J'avais oublié de vous dire qu'à chaque fin de chapitre, je vous demanderai de prendre la parole, comme ça ce n'est pas un long monologue, vous pourrez poser des questions après chaque partie, c'est plus sympa. Au niveau religieux, si on peut estimer que les descriptions des us et coutumes juives alsaciennes pleines de nostalgie, reprises par Daniel Stauben, Léon Cahun, Hermann Chatrian ou encore Alphonse Lévy au niveau des arts graphiques, tracent avec fidélité le caractère bonhomme des communautés de campagne pour la première partie du XIXe siècle, mais elles ne rendent pas compte de l'évolution en cours à partir des années 70. Certes, la synagogue, les fêtes, les rites de naissance et de décès restent les pivots essentiels de la vie juive, mais ces descriptions ne sont plus valables pour les grandes villes où les communautés juives ont déjà pris le train de l'acculturation. Excusez-moi. Les auteurs cités utilisent plutôt leurs souvenirs de jeunesse, qui ne sont plus l'exact reflet des mutations qui s'opèrent déjà dans un certain nombre de petits bourgs alsaciens en cette fin de siècle bouleversée par la défaite de Sedan et l'annexion. À Wissembourg, ville frontalière, très intégrée à l'empire du Kaiser, les Juifs semblent prospérer, bien que leur nombre ait régulièrement baissé comme partout dans la région. Ils sont encore 150 personnes environ en 1936. Si nous y ajoutons les tableaux de feu Pierre Katz, les Juifs des avec les Juifs des arrondissements de Wissembourg, de Lauterbourg et de Selms, qui sont de la responsabilité du rabbin de Wissembourg, on obtient au total une centaine de personnes supplémentaires et on peut dès lors estimer que le rabbinat est chargé d'environ 280 à 300 personnes à la veille de la guerre dans les années 30, au moment où Léonard Koch décède. Voilà pour la première partie
voulait simplement situer le cadre dans lequel on peut présenter le rabbin Léonard Koch. S'il y a des questions ou des précisions que les auditeurs voudraient apporter, avec plaisir. Alors, Claude, moi je propose, je ne sais pas qui, on a plusieurs personnes là, mais peut-être parler de la synagogue, de la construction. Il y avait 2 constructions, non? De la synagogue. Oui, il y avait une synagogue ancienne, mais il y a la gravure qui est derrière toi, oui, et qui montre la construction de la deuxième synagogue qui a été incendiée par les nazis. La synagogue a été inaugurée quelques années avant l'arrivée du rabbin Koch. Ce qui fait que le rabbin qui est sur l'image ne peut pas être supposé être Léonard Koch. Après, comme tu veux, on peut montrer la photo des rabbins. Est-ce que je peux apporter une petite précision? Avec oui. La synagogue de Wissembourg n'a pas été incendiée par les Allemands. Elle a été déconstruite en 1941. Ah, ok. Mais par qui? Par les Allemands, bien sûr. Par les Allemands. Ok. D'accord. Ils ont monté des échafaudages et ils ont donc démoli la synagogue pierre par pierre, quoi. Donc, les pierres ont été acheminées vers l'Allemagne où elles ont servi de ballast et de matériaux de construction. D'accord. D'accord, merci pour cette précision, Jean. De rien. Et peut-être, Jean, un petit mot par rapport au cimetière, comme ça on a le contexte global de la communauté. Eh bien, donc, au donner le contexte de la communauté de Wissembourg, aujourd'hui nous sommes encore 3 hommes. Et donc, la synagogue a été vendue à la ville de Wissembourg en 2009. Et le prix donc, de cession avait été minoré moyennant un engagement de la ville de Wissembourg à entretenir le cimetière pendant 99 ans. Alors, au cimetière de Wissembourg repose à peu près 695 personnes. Il se trouve un petit peu à l'extérieur de la ville. Et donc, il est très, très peu visité, mais très bien entretenu. Ouais. Donc, la ville intervient 1 à 2 fois par an. Et donc, le cimetière est fermé, mais j'en détiens une clé qui est à disposition de tout visiteur ou tout intéressé. Et il y a également une clé donc, à l'office du tourisme. Et il date de quelle année, le cimetière? Alors, le cimetière, la pierre la plus ancienne qu'on ait retrouvée jusque-là date de 1702, mais il y a des documents qui montrent que le terrain avait été acheté par la communauté israélite vers les années 1680. D'accord. Ça s'est fait en 2 étapes, et donc, mais il y a encore de la place. Merci beaucoup. Merci. OK. Voilà. Si quelqu'un veut encore intervenir. Bon, voilà. Donc, parlons du rabbin Léonard Koch, qui est né en 1867. C'est le second fils de Geoffroy Koch ou Gottfried Koch et de Caroline Meyer. Geoffroy Koch et Chazan Alembach. Et la famille va déménager à Frauenberg, en Lorraine, où son père occupe également le poste de Chazan. Le jeune Léonard suit dès lors sa scolarité à Sarreguemines avec son frère aîné Charles, scolarité qu'ils mettront un point d'honneur à réussir en bravant bien des difficultés. Par exemple, Caroline leur glisse des marrons chauds dans les poches pour qu'ils ne souffrent pas trop du froid, les aidant ainsi à atteindre l'école, d'autant qu'ils doivent traverser un grand bois glacial, souvent verglacé, qui sépare Frauenberg de Sarreguemines. Plus tard, il entre au lycée de Colmar et fréquente l'école préparatoire pour le rabbinat dirigée par le rabbin Zacharias Wolf. Et bien que les Koch soient francophiles, Léonard et son frère aîné Charles se tournent
naturellement, je dirais, comme beaucoup d'autres jeunes, vers le Reich et ne cherche pas, comme certains, à faire des études ou carrière en France. Il est vrai qu'il fait partie de la première génération ayant effectué toute sa scolarité en Alsace devenue allemande après 1870. L'école préparatoire de Colmar facilite aussi cette orientation, d'autant que les autorités prussiennes cherchent à favoriser la nomination de rabbins dévoués au régime. Plus généralement, le gouvernement allemand favorise la construction de nouvelles synagogues. Par exemple, la synagogue de Saverne est un exemple de synagogue construite sous régime allemand, mais il y en a bien d'autres. Et donc, le régime s'appuie sur les cultes reconnus pour asseoir leur pouvoir sur les provinces conquises. Il n'est pas impossible que les jeunes Koch aient perçu une bourse d'études dans le cadre de cette politique. Mais contrairement à Charles, Léonard ne figure pas sur le registre des élèves ayant fréquenté le séminaire rabbinique de Breslau. Et il est fort possible qu'il y ait fait une ou deux apparitions, peut-être lorsqu'il rend visite à son jeune frère marié. Léonard fréquente en réalité l'université de Strasbourg de 1888 à 1890, où il suit des cours de Bible. Il y apprend également le syriaque, l'arabe, l'histoire de la philosophie moderne. Il est l'élève du très célèbre orientaliste, le professeur Théodore Noldeke. Et Léonard Koch a donc une bonne connaissance du latin, du grec, de l'arabe, comme tous les autres rabbins d'Europe occidentale de cette époque qui apprennent les langues anciennes. Il passe sa thèse de doctorat en philosophie à Berlin en 1892 sur le sujet suivant, Bilham et ses oracles. Au niveau rabbinique, Léonard Koch obtient en 1894 son habilitation en même temps que Charles, après un examen de théologie passé devant les grands rabbins de Strasbourg, de Colmar et de Metz. À ce propos, on peut lire le passage suivant dans la nécrologie que lui consacre l'univers israélite. Il fréquente avec succès les cours que le consistoire avait organisés pour les candidats au rabbinat. Il semble bien que le consistoire du Bas-Rhin entend utiliser toutes ses prérogatives en tant qu'établissement du culte, dépendant des départements annexés, pour former lui-même les futurs guides spirituels des communautés alsaciennes, désormais allemandes. Il est cependant étonnant que Charles et Léonard, ou d'autres, aient été nommés sans qu'il soit fait mention d'examens halachiques et talmudiques. Quelles ont été les raisons qui ont conduit à cette procédure, alors que le futur rabbin alsacien se tourne peu ou prou, soit vers le séminaire de Breslau, soit vers celui du rabbin Ezriel Hildesheimer de Berlin, pour obtenir leur habilitation? Osons une hypothèse. Les jeunes modernes, entre guillemets, proches des idées de Breslau, adhèrent facilement aux objectifs d'émancipation des notables et de l'ensemble des juifs des grandes villes. C'est sans doute pour gagner du temps que leurs études sont placées sous la direction des rabbinats locaux. Nommés directement en interne, ils sont immédiatement placés au poste disponible. Les trois consistoires montrent ainsi aux autorités allemandes qu'ils entendent soutenir la mouvance progressiste du judaïsme et qu'ils s'efforcent de contrebalancer l'influence des rabbins orthodoxes dans des petites communautés plus fidèles à la tradition. C'est mon hypothèse. La manière dont l'univers israélite rend compte de cet examen va dans ce sens. Je cite, « Messieurs les docteurs d'Allemagne, 100 ans, Lévi Koch, senior et Koch junior, ont passé leur examen de théologie devant les trois grands rabbins d'Alsace-Lorraine. Ils viennent d'être nommés M. Lévi à Lauterbourg, M. Koch I à Durmenach et M. Koch II à Marmoutier. » Avant d'être nommé à Wissembourg, Léonard Koch est rabbin de Marmoutier. Par ailleurs, notons aussi pour les Strasbourgeois que le rabbin Victor Marx de Strasbourg fréquente, comme Charles, le séminaire de Breslau de 1893 à 1898 et termine son doctorat tout en étant également ordonné rabbin à Strasbourg
par une procédure similaire. Donc, la légende comme quoi de nombreux rabbins avaient reçu leur habilitation à Breslau est fausse. Il n'y a eu aucun rabbin nommé par le séminaire de Breslau. Ceux qui ont passé par le séminaire de Breslau ont été nommés par les grands rabbins locaux, mais non pas par Breslau. D'ailleurs, on dit souvent que certains rabbins ont passé par Breslau, mais d'après le registre que j'ai pu consulter, eh bien, ils sont très peu. En tout cas, dans la famille, on disait toujours que Léonard avait été à Breslau. Or, c'était faux, c'était son frère. Lui n'y avait jamais été et il ne figure pas dans le registre du tout. Voilà. Maintenant, petite question. Saura-t-on jamais quelle raison pousse les trois fils d'un modeste chazan de campagne, n'ayant jamais occupé de poste important, à rester non seulement attachés au judaïsme, mais aussi devenir des responsables communautaires? En effet, même Lazare, dont nous n'avons pas encore parlé, le benjamin de la famille, devient, après 1918, chazan de Longwy en Meurthe-et-Moselle. Il est vrai, comme le remarque le grand rabbin Jules Boer, que les rabbins de France et d'Alsace viennent à cette époque pour la plupart de modestes et pieuses familles alsaciennes. Néanmoins, cette humble origine ne saurait totalement expliquer une aussi exceptionnelle convergence. Par ailleurs, si on imagine mal que ces trois jeunes aient terminé et déterminé leur vocation en vue d'une promotion sociale, comme on l'a affirmé à propos d'autres étudiants rabbins, il est tout à fait plausible que Charles Léonard et Lazare, ayant une fois accédé à une certaine notabilité, en aient tiré une réelle satisfaction, eux qui n'avaient connu dans leur jeunesse que la petite vie rude des villages de l'Est, Lembach du côté de Wissembourg et Frauenberg non loin de Sarreguemines. Voilà pour la deuxième partie. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, avec plaisir. Claude, est-ce que tu veux que je monte la photo peut-être? Oui. Oui. Alors, je fais le partage. Voilà, vous voyez? Voilà, donc c'est une des rares photos du rabbin Koch que nous avons. Elle a été prise quelque temps avant sa mort, sans doute en 1927 pour ses 60 ans. Ce qui explique que les fleurs et une statue qui lui avait été offerte par on ne sait pas qui. Personne n'a voulu la garder dans la famille, donc elle a disparu des radars. Et la photo a été prise où? Quelle ville? À Wissembourg, dans leur appartement rue de la Gare, comme dit, sans doute pour ses 60 ans. D'accord. Magnifique photo. Voilà. Alors, parlons un peu du mariage de Léonard Koch avec Louise Cronbach. Le jeune rabbin fraîchement diplômé, d'abord nommé à Marmoutier, son frère est nommé à Durmenach, à la suite du rabbin, etc., etc. Mais il est appelé à officier exceptionnellement à la place du rabbin de Saverne, Heimann Le Dreyfus, déjà âgé, lors de l'enterrement d'un oncle de sa future épouse, Louise Rebecca Cronbach, alors qu'ils ne se sont encore jamais vus. L'éloquence du jeune rabbin fait grande impression sur Louise. La rencontre opère comme un coup de foudre. Les deux jeunes font connaissance durant l'été 1895 et le mariage a lieu au mois de novembre de la même année. Remarquons que les mariés sont relativement jeunes pour l'époque. Léonard a 28 ans et Louise est âgée de 21 ans seulement. Qui est Louise Cronbach, l'heureuse élue? Elle est l'unique fille d'Alfred Cronbach, né à Dijon, de son état dessinateur-chef des chemins de fer français, et de Jeannette Liebmann, héritière de la banque de son père, Alexandre Liebmann de Saverne, qu'elle administre alors avec son mari. Comme on l'a vu, les mariages tardifs sont plutôt la règle à cette époque.
exception faite du rabbin Kor et de son épouse, mais ceci ne les empêchera pas, les parents, d'avoir 4 enfants, nombre assez élevé par rapport à la moyenne. Louise a 3 frères, Jules, né en 1873, qui sera médecin, Alex, qui sera banquier, et Lucien, futur architecte, qui sera président du consistoire israélite du Bas-Rhin au début des années du retour, dans les années 45-48. On comprend qu'Alfred Kronbach ait pu, avant son mariage, travailler plusieurs années en Russie, au moment où les Français participent déjà à l'extension du réseau ferré tsariste. J'ai dit qu'il était dessinateur-chef des chemins de fer. Il y a tout lieu de penser que, durant ces années passées au loin, le jeune technicien ait pris ses distances avec le mode de vie traditionnel. Et je ne résiste pas à vous citer un passage du journal des sources de Marion. Alors oui, en fin de compte, Marion a écrit un journal au jour le jour de la guerre de 14. Elle a écrit ses souvenirs pour ses petits-enfants et en même temps, je l'ai enregistré avant son décès en 1895. Ce qui fait que nous avons 3 documents, tous sous le regard de Marion, il est vrai. Alors, je vais vous lire, si je la trouve, la citation du journal concernant les distances prises par Alfred Kronbach, le père de Louise, avec la tradition juive. Ma mère disait, raconte Marion, de sa propre mère, Madame Liebman, Jeannette, de son prénom, elle était très intelligente. En effet, elle lui préparait des affaires. 3 petits points. Il avait un couvert spécial pour ça, qui était toujours à part. Une assiette, 3 petits points. Elle lui faisait des choses, 3 petits points. Probablement, il achetait du caviar ou je ne sais quoi, 3 petits points. Qu'il avait mangé en Russie et qu'il achetait quelquefois à Strasbourg, cela venait de Paris, 3 petits points. Alors, elle lui mettait tout sur une serviette et il avait son couvert à part, ses assiettes. J'ai trouvé ça très intelligent de lui faire les choses qu'il avait mangées en Russie et qu'il avait envie. Mais c'était toujours bien séparé du ménage strictement cachère. Voilà, pour dire Monsieur que… le grand rabbin, s'il vous plaît. Monsieur Oui. le grand rabbin, je demande que la personne qui se cache sous le nom de Meyer arrête d'envoyer des messages. Ça nous perturbe, ça n'a rien à voir avec le sujet et il serait bon qu'il arrête. Ok. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Voilà. Donc, voilà pour la famille. La famille est donc très à l'aise. Elle habite une grande maison de maître à Saverne qui aujourd'hui, qui était rue des Frères à Saverne. Elle est aujourd'hui détruite. Elle a été remplacée par un immeuble moderne. Et bien sûr, on se déplace en calèche, etc. La petite Kronbach reçoit sans doute l'éducation habituelle d'une jeune fille de son milieu, cours de langue, de danse, de chant et de musique, particulièrement le piano, randonnée, promenade autour de Saverne. Louise est adroite en couture, au point de confectionner elle-même des déguisements de Purim. Et donc, il n'est pas question pour elle d'entreprendre des études, le mariage restant l'objectif de la plupart des jeunes filles de l'époque. Le récit de leur voyage de noces montre bien ses goûts et ceux de son jeune époux, représentatifs de ce milieu social féru de culture et de spectacle. Donc, le jeune couple se marie en 1895 et il arrive à Wissembourg en 1898. J'ai oublié de vous dire que la famille Kronbach a essayé de faire élire leur
Alors, Claude? S'y est opposé, mais a permis au rabbin Kor de concourir pour le poste de Saverne, de Wissembourg, et c'est alors que donc il a été nommé en 1898 à Wissembourg. Donc du point de vue religieux, le rabbin est bien présent. Il se déplace dans les petits villages comme Lauterbourg, Trimbach, Sebach, et les enfants qu'il rencontre pour leur inculquer des rudiments de judaïsme gardent généralement un bon souvenir de leur maître. Les adultes ne semblent bénéficier d'aucun enseignement, hormis les sermons prononcés à la synagogue ou certainement les lernen qui ont lieu par l'intermédiaire de la Chibra Kadisha, la confrérie du dernier devoir, lors des fêtes de Shavuot et de Hoshana Rabbah. Le rabbin Kor a néanmoins beaucoup de difficultés à faire respecter le Shabbat. Et nous sommes dans les années 1920-1910. Comme le raconte sa fille, je cite, « Le samedi après la synagogue, mon père pestait. On, c'est-à-dire les Juifs de Wissembourg, allaient au marché qui avait lieu sur la place de la mairie. Les gens discutaient, ils faisaient ceci et cela, sous-entendu, enfreignaient les interdits du Shabbat. Et mon père avait beau prêcher, enfin, voilà, malheureusement, ça n'a pas toujours fait l'effet qu'il fallait. » Fin de citation. Léonard Kor, et c'est ce qui va le distinguer de l'ensemble du rabbinat, signe à 55 ans, 1912, le Manifeste pour le judaïsme libéral, édité en petits fascicules d'une quinzaine de pages en compagnie d'une soixantaine d'autres rabbins allemands. Ce protocole est adopté lors de la réunion de l'Union des rabbins libéraux d'Allemagne qui a lieu à Posen en 1912. Pour les départements annexés, seul le docteur Moïse Ginsburger de Guebwiller, donc le fondateur de la Société d'Histoire, etc., se joint à lui. Aucun autre rabbin alsacien ne signera ce manifeste. Ce texte programmatique insiste sur l'évolution de la religion juive au cours des siècles, thème largement développé par les chercheurs de la Wissenschaft. Si les innovations introduites dans la liturgie, comme la suppression de la répétition du Shmoneh Esrei ou l'introduction de la langue allemande dans certains points de l'office, ne sont pas vraiment problématiques, tout ce qui touche aux horaires, aux interdits du Shabbat, à la suprématie affichée de la science sur la tradition halachique et l'abandon officiellement annoncé de certains usages talmudiques, provoque un véritable schisme. Par ailleurs, l'acceptation en tant que telle du divorce civil érige une barrière insurmontable entre les deux tendances. Et je pose une question. Léonard Kor ne s'exclut-il pas dès lors de la majeure partie des rabbins alsaciens, fidèles peu ou prou à l'orthodoxie, même si certains ont pour eux-mêmes une pratique plutôt libérale? Cette prise de position ne lui sera-t-elle pas défavorable? En tout état de cause, aucune trace hostile de la part de ses administrés ne nous sont parvenus. Au fil du temps, le rabbin Kor finit par occuper une place importante à Wissembourg. Grande taille, il en impose par sa prestance, d'autant qu'il est considéré comme un bel homme. C'est dire s'il impressionne ses interlocuteurs. Et s'il a déjà du temps des Allemands de bonnes relations avec le comte von Wissingen, le sous-préfet de l'arrondissement de Wissembourg, issu de la noblesse allemande, et bien sûr avec la municipalité, il est néanmoins capable de faire acte d'indépendance face à ces mêmes autorités, ce qui témoigne d'un courage certain. Le signe fort ou le plus fort de son indépendance d'esprit est sans contexte son intervention lors de l'inauguration de 1909 du monument dédié aux soldats français morts au combat dans cette région et plus particulièrement lors des batailles de 1870. Le souvenir français, qui a de façon étonnante reçu l'autorisation de la part des autorités allemandes de faire ériger un monument commémoratif sur la colline du Geisberg, au-dessus de Wissembourg, sous la forme du stèle en grès. Mais lors de la cérémonie à la synagogue, la veille de l'inauguration, après avoir salué dans son discours les autorités, prononcé quelques mots en langue allemande, le rabbin Kor s'exprime soudain en français. Les autorités impériales n'apprécient que moyennement. D'autant qu'au sommet du Geisberg, le lendemain, la Marseillaise est spontanément entonnée a cappella
par l'ensemble des présents à l'inauguration. Cette fois-ci, c'est un véritable camouflet qui est infligé aux officiels allemands. Et ma grande-tante Marion, la fille du rabbin, me dit que c'est à ce moment-là qu'elle a entendu pour la première fois la Marseillaise retentir. Elle ne connaissait pas ce chant. Et elle avait, 1909, elle avait 7 ans. Les responsables civils au niveau local ne semblent pas lui en tenir rigueur. Sans doute, il n'est pas responsable de la Marseillaise du Geisberg, mais il a ouvert la porte à un peu de contestation et à montrer une indépendance d'esprit dont on ne connaît pas les conséquences. Le consistoire du Bas-Rhin d'une part et le Statthalter de Strasbourg d'autre part ne le considèrent-ils pas une fois pour toutes comme une forte tête dont il faut se méfier? Nous manquons d'éléments pour l'affirmer. En tout cas, les choses, toujours est-il qu'il restera 32 ans sur son poste à Wissembourg. Encore une fois, il est toujours apprécié, respecté, particulièrement au niveau interconfessionnel. Le rabbin Koch est même sollicité pour donner les cours de Bible à la paroisse protestante lorsque le pasteur est mobilisé durant la guerre de 14. Plus tard, après la fuite de ce même pasteur et au moment de l'armistice, du fait de son trop zélé soutien à l'Allemagne, c'est encore au docteur Leonhard Koch que les dignitaires de la paroisse font appel pour les conseiller sur le choix d'un successeur parmi différents candidats retenus. Dans un autre registre, plus pratique celui-là, et toujours pour bien montrer combien il est apprécié, la communauté ménonite du Geisberg, il y a très peu de ménonites en Alsace, qui apprécient le rabbin, fournit les corps en pommes de terre durant tout le conflit mondial de la Première Guerre, bien sûr. Et Marion de conclure, nous avons eu de la chance, car quand on a des pommes de terre, on ne souffre pas de faim. Au quotidien, la vie de Leonhard Koch est fait de nombreux déplacements, pour la plupart effectués en chemin de fer, s'il s'agit de Saverne, Strasbourg, Sarreguemines ou Berlin. Dans la région, il l'utilise pour donner cours ou participer à telle ou telle célébration, plutôt la voiture à cheval. Au niveau rabbinique, on voit passer dans le journal de Marion, vous voyez combien un journal d'une petite fille peut donner de renseignements. On voit passer les noms du rabbin Simon Hocher de Haguenau, du docteur Sylvain Lehmann de Bischwiller, qui rendent visite au corps à Wissembourg, et du docteur Holzer, rabbin de Worms, chez qui Alfred, le fils, est souvent reçu lorsqu'il effectue pendant quelque temps son apprentissage dans la banque. Plus tard, Leonhard Koch se liera d'amitié avec Edmond Weil, le rabbin de Fegersheim, de plus de 10 ans son cadet en poste, alors à Fegersheim, et c'est lui qui célébrera ses obsèques. Le rabbin est bien sûr associé à l'administration du culte et il a une belle voix et il est très ami avec le chazan Oscar Moch, dont il partage, petite anecdote, l'abonnement au journal Le Temps. Ma grande-tante se rappelle avoir porté tous les soirs le journal Le Temps au chazan Moch pour que celui-ci puisse le lire après le rabbin. Le rabbin déploie une activité intense, il sort régulièrement à Strasbourg pour des réunions consistoires et fait aussi de temps en temps le déplacement pour Berlin. Il participe dans la capitale allemande en février 1917 à une réunion de l'Union centrale. Selon les mots de Marion, il s'agit du Zentralverein Deutscher Stadtbürger Jüdischen Glaubens. Excusez mon allemand a coupé au couteau. Bon, cette association fondée en 1892 réunit tous les juifs allemands en un seul organisme chargé de les défendre face au péril antisémite qui commence à poindre. L'Union centrale représente au début du XXe siècle plus de 100 000 personnes, pour la plupart non orthopraxes, bien que certains orthodoxes y adhèrent malgré tout à titre personnel. On apprend en outre, toujours par Marion, que l'association libérale de Francfort fait parvenir des matzot
en 1917 aux Juifs de Wissembourg? N'eût-il pas été plus simple de se fournir auprès des fabricants alsaciens? Il est clair en tout cas que Léonard Koch entretient de suffisamment bonnes relations avec cette association pour pouvoir bénéficier de son aide sans avoir à recourir au consistoire du Bas-Rhin. Il devait y avoir de l'eau dans le gaz. Si Léonard Koch et son épouse font partie des notables de cette petite sous-préfecture, ils ont aussi des amis au sein de la communauté, comme les pharmaciens Lévy et d'autres encore. Le rabbin Koch, après la guerre de 14, est président du bureau communal de bienfaisance, service placé sous l'autorité du préfet, et qui correspond aujourd'hui au Centre communal d'action sociale. Voilà. Alors, de façon plus générale, quelle peut avoir été la relation entre le rabbin Koch et la majorité des personnes de cette communauté? Sans pouvoir répondre de façon définitive à cette question, on décèle à ce sujet dans les propos de Marion une certaine distance. Lorsqu'on lui demande si les jeunes quittent à l'époque déjà Wissembourg pour les grandes villes, elle répond « Nous faisions déjà nos études à Strasbourg et revenions que le samedi soir par le train. Pour s'établir à Wissembourg, il restait quelques jeunes, oui. Il y avait plusieurs marchands de bestiaux. Alors les fils restaient, les autres faisaient des études supérieures. Il y avait le docteur Paul Lévy qui est parti à Grenoble, la fille du médecin, Alice Lévy, qui elle aussi faisait des études de médecine. » Fin de citation. Il est fort possible que nous ayons là le jugement personnel de Marion, jeune intellectuelle, celui qu'elle porte sur ceux qui ne font pas comme elle des études supérieures. Mais on peut aussi supposer que ces quelques phrases reflètent la vie familiale que Léonard Koch, en d'autres termes, se sent quelque peu à l'étroit au niveau intellectuel, s'entend dans ce petit bourg. Freddy Raphaël affirme à ce propos que les séminaires rabbiniques avaient donné à leurs élèves le sentiment d'appartenir à une élite quelque peu aristocratique. Cette formation, je cite, eut pour effet de couper les rabbins pourtant nés dans le terroir de leur corps religionnaire. Malgré tous leurs efforts, nombre d'entre eux s'avérèrent incapables de comprendre la population juive locale. C'est peut-être la situation également du rabbin Koch à Wissembourg. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Des précisions? Non, c'est important d'avoir des retours. Si certains ne sont pas d'accord, ont des précisions à apporter, avec plaisir. Il avait gardé des relations avec la famille Krombach de Saverne? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est là où je vais en parler dans la vie de famille. Ah, d'accord. Mais les rabbins qui avaient des liens avec la population, ça dépendait aussi. Il y avait des rabbins comme le rabbin Guggenheim, qui lui était proche de toute la communauté. C'est ça. Non, mais je ne veux pas en faire une généralisation. Je citais Freddy Raphaël. Oui. Lui laissant la responsabilité de ses propos, il n'avait pas totalement tort, mais il n'a pas totalement raison non plus. Oui, ça dépend aussi d'où il venait. Voilà. Non, je pense qu'il y avait des caractères. Oui. Mais il est vrai que pour quelqu'un qui a appris le syriaque, le sanskrit, ou enfin pas le sanskrit, mais enfin les langues sémitiques, et le phénicien et l'acadien, se retrouver dans un petit patelin d'Alsace avec très peu de masse ou maten, si on veut bien comprendre l'expression, de gens auxquels parler, c'est un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas aimés, mais peut-être qu'au niveau intellectuel, il n'y avait pas de répondant. Oui, c'était pas voilà, satisfaisant. et on sent plutôt que le rabbin Koch avait plus de répondants chez les autorités ou chez les notabilités de Wissembourg qu'au sein même de la communauté. Prêchait en allemand ou en français? Pardon? Prêchait en allemand ou en français? Je n'ai pas compris. Il prêchait en allemand ou en français dans sa communauté? En allemand, bien sûr. En allemand, bien sûr, parce que la majorité, mais il savait très bien le français.
Je pense que Nicole Lévy voulait demander quelque chose. Avec plaisir. Je ne sais pas si elle est... On l'aperçoit. Oui. Et il faut activer le micro. Oui, il faut. C'est moi. Voilà. Bonjour. Voilà. Vous avez dit que c'est le rabbin Weil de Fegersheim qui a officié pour ses obsèques. Oui. Quelle a été la philosophie du rabbin de Fegersheim? Est-ce qu'il était aussi quelqu'un de très attaché avec l'aristocratie, dans la mesure où à Fegersheim, il y a quand même eu aussi une assez importante aristocratie juive qui s'est rapidement assimilée? Écoutez, ça, je n'ai pas assez de précision, mais ce qui est certain, c'est qu'il était plus libéral. Il était de la même tendance que le rabbin Kor. Et d'ailleurs, je peux vous rapporter une anecdote qui m'a été confiée par le rabbin Joseph Bloch, par le rabbin Gainsburger, qu'il a entendu du rabbin Joseph Bloch. Donc, je remonte à la source. Lorsque le rabbin Edmond Weil est décédé, le rabbin Gainsburger a voulu que le rabbin Bloch et le rabbin Guggenheim viennent à l'enterrement. Or, les élèves du séminaire de Berlin, de Hildesheimer, avaient fait le serment comme quoi ils ne seraient jamais rabbins dans une choule à orgue. Or, le rabbin Edmond Weil a été rabbin dans une choule à orgue. Ce qui fait que ses anciens condisciples lui en ont tenu rigueur. Et le rabbin Gainsburger m'a dit qu'il a réussi à les convaincre de venir, mais c'était vraiment, il les a vraiment tirés, je vais dire, par la soutane. Merci. Voilà. Donc, la vie de famille, et il y aura un certain nombre de précisions qui m'ont été demandées. Donc, leur fille Irène, c'est-à-dire ma grand-mère, née en 1897 à Marmoutier. Alfred, leur fils, la suite 3 ans plus tard, puis leur seconde fille Marion, qui a grandi le cercle familial en 1902. Et tous deux, les deux derniers sont nés à Wissembourg. Au niveau du couple et avec les enfants, les échanges ont lieu en général en alsacien. Pas n'importe quel alsacien, pas l'alsacien de Wissembourg, mais le savernois. Plus précisément selon Mario. Ni en français, ni même en allemand. On parlait le savernois. En matière d'éducation, les enfants du rabbin bénéficient sans aucun doute d'une éducation rigoureuse, comme partout à l'époque, etc. Mais l'éducation est un peu rigoureuse. Et Marion raconte, je cite, un Kippour où on a ramassé des vivres pour les prisonniers juifs. On a fait un dîner. Et nous, les jeunes filles, devions les servir. Et mon père a dit, vous les servirez d'abord et vous irez manger ensuite. Quand j'ai un peu réclamé, j'ai dit, mais on a faim aussi. Et le docteur Kor de répondre péremptoire, vous servez d'abord les prisonniers qui doivent rentrer au camp, pas d'histoire. Et après, vous rentrez chez vous et vous pouvez manger. Donc, cependant, la rigueur que l'on accorde au principe ne semble pas exclure l'affection et la bonne humeur, d'autant que le foyer rabbinique semble avoir été un lieu d'accueil chaleureux pour un grand nombre de gens de passage, ne serait-ce que pour prendre le thé en leur compagnie. Leur formation primaire et secondaire se fait à Wissembourg. Les jeunes corps l'effectuent normalement. Ils sont initiés à la musique, piano, etc. Et pour la suite de leurs études, les deux filles sont acceptées au lycée de garçons, exceptionnellement, où elles sont bien sûr en minorité. Mais les mentalités évoluent au début du XXe siècle et un nombre conséquent de filles de la bourgeoisie juive en Allemagne entreprend aussi des études supérieures et universitaires. Bien que leur nombre soit limité, elles représentent 13% du total des étudiantes de l'époque, étant entendu que ce taux dépasse de loin le nombre des étudiants juifs. Les parents encore encouragent Irène à entreprendre des études de pharmacie, achevées en 1917, et permettent à Marion d'entrer à la faculté de droit de Strasbourg en 1920. Et ses parents peuvent être qualifiés de résolument modernes. Leur fils Alfred fait, lui, plus classiquement, ses armes
dès le milieu de la guerre de 14 dans la banque. Par ailleurs, la transmission du judaïsme semble se faire dans le cadre familial, le rabbin et son épouse comptant, comme beaucoup de parents à cette époque, sur leur exemple personnel pour pérenniser les pratiques religieuses traditionnelles. Sur ce plan, ils agissent comme les bourgeois juifs des grandes villes alsaciennes ou allemandes de leur temps, où l'identité juive des jeunes se forge principalement au travers des traditions parentales, comme on l'a vu. Au niveau des loisirs, on est frappé par les nombreuses promenades et randonnées entreprises à la belle saison, tant pour par le rabbin et son épouse que par leurs enfants. En été, le Shabbat après-midi, les corps montent jusqu'aux vignes situées sur les hauteurs de la ville et passent l'après-midi dans les gloriettes qui possèdent leurs amis. Pendant l'été, la famille prend ses vacances à Baden-Baden, Freudenstadt et parfois à Bad Ems, où le rabbin fait une cure pour sa voix. On embarque vaisselle et chapeaux de madame dans des grandes malles que l'on expédie au préalable. La présence de la bonne, comme on disait alors, qui accompagne la famille, aide la maîtresse de maison à passer d'agréables vacances. Par ailleurs, les corps, et je réponds à votre question, Alain, sont très proches des Cronbach. Les Savernois, à savoir les frères de Louis, Jules, Alex et leurs épouses, d'une part, et le plus jeune Lucien, qui est pendant quelques années en poste à Haguenau, à une trentaine de kilomètres de Wissembourg, où il construit des hôpitaux militaires, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Quant à Louise et ses enfants, ils font de fréquents séjours à Saverne, ne serait-ce que pour passer les vacances scolaires, où les enfants sont heureux de retrouver la belle et grande maison, leurs cousins et cousines. Les frères de Louise ne manquent pas en outre, aucune occasion de passer une nuit ou plus sur place. Léonard n'est pas en reste, il semble être un oncle attentionné, puisqu'il reçoit 2 de ses nièces à Wissembourg, une fille de Charles, qui, je le rappelle, est rabbin à Göteborg en Suède, et une fille de Lazare qui se trouve à Longwy. Malgré l'éloignement, Léonard est très proche de son frère aîné Charles, mais ne fera à son grand regret que 2 fois le déplacement jusqu'à Göteborg. Voilà pour la vie de famille. Si vous avez des questions, avec plaisir. Maintenant, nous passons à la Grande Guerre. Donc, au début des hostilités de la guerre de 14, le rabbin Koch, déjà très respecté, voyant Wissembourg se vider de son unique régiment, met sur pied une garde civile. Il prend la tête de la garde civile pour éviter les pillages. Il y prend toute sa part et tient son tour de garde au même titre que les autres concitoyens. Quelle sera l'attitude du rabbin face à cette guerre intra-européenne qui déchire les populations vivant de part et d'autre du Rhin? Fidèle à lui-même, Léonard Koch fait preuve durant la guerre de 14 d'une attitude prudente, mais qui tranche sans aucun doute avec l'ambiance générale de soutien à la guerre. Il est soumis à un vrai dilemme. En tant que fonctionnaire du culte sous régime allemand, il se doit d'être fidèle à l'empereur. Mais pour être honnête avec lui-même, le rabbin de Wissembourg ne peut renier ses sentiments pro-français. Il se fait alors l'apôtre de la paix, de la non-belligérance, preuve supplémentaire de son indépendance d'esprit et de sa force de caractère. Dans le même esprit, on peut citer sa réticence très remarquée à sortir le drapeau à chaque victoire allemande sur la Russie, qui sont multiples au début de la guerre. Par ailleurs, les Allemands établissent 50 prisonniers près du village de Weiler, à côté de la frontière. Aujourd'hui, à côté de la frontière. Il s'agit d'un camp de représailles pour malheureux, refusant ou inaptes à travailler dans les mines de la Sarre. Il y a d'une part des prisonniers français et anglais avec peu de coreligionnaires. Par contre, nombreux sont les Juifs capturés sur le front oriental, dans l'armée russe. Parfois plus de 30 Russes, Polonais et Ukrainiens, et plus tard Roumains, sont présents pendant des mois, attendant d'éventuelles libérations et un échange de prisonniers. En janvier 1917, un groupe important de 300 prisonniers roumains arrive à Wissembourg et parmi eux de nombreux Juifs. Marion Koch mentionne aussi un soldat italien originaire de Crète, très mal nourri. Certains mourront de maladies dues à la malnutrition. Cependant, les prisonniers ne sont pas confinés
En journée, ils essaient de rendre divers services à la population locale, services bienvenus à cause de la mobilisation des jeunes sur le front. Tout ceci pour recevoir en retour de quoi améliorer leur ordinaire. Par exemple, un ancien fourreur originaire de Saint-Pétersbourg arrange la fourrure de Louise et se voit gratifié de quelques victuailles bienvenues. Les interventions du rabbin Koch en leur faveur sont multiples. Il tente même, lorsqu'en octobre 1916, un fort contingent de soldats juifs nouvellement incorporés arrive de Francfort et de Darmstadt, de mettre sur pied une cantine populaire juive, qui aurait profité sans doute aussi aux prisonniers, mais sans succès. Par ailleurs, les corps accueillent régulièrement ces infortunés pour le Shabbat et les fêtes, avec d'autres familles. Mais lorsque le vent tourne pour l'Allemagne à l'automne 1917, les prisonniers sont souvent privés de permission à cause des évasions et ne peuvent plus venir aussi facilement à la synagogue. En octobre 1915, le rabbin Koch entreprend un périple de 3 jours pour chercher puis raccompagner depuis le banc de Sape dans les Vosges la dépouille du soldat Alexandre Kuhlmann à Wissembourg, enterré provisoirement en pleine campagne à 500 mètres des lignes françaises. Donc, pour ramener le corps à Wissembourg où il est enterré. La synagogue sert de lieu public pour exprimer le soutien des Juifs de la ville à l'effort de guerre et Léonard Koch, en tant que rabbin officiel, préside en novembre 1915 un service pour les morts en présence de nombreux militaires et dignitaires locaux. En 1916, il doit prêcher, comme on dit alors, en faveur de l'emprunt de guerre et la conservation des papiers divers à des fins d'économie et de récupération. Et au mois d'octobre de la même année, les soldats juifs fraîchement incorporés prêtent serment de fidélité au Kaiser, toujours dans la synagogue, sous la responsabilité du rabbin en présence de nombreux gradés. Par ailleurs, en 1917, la communauté fête en grande pompe, lors d'une cérémonie solennelle et avec force musique, l'anniversaire de l'empereur. Louise Koch, quant à elle, participe à la distribution de soupe aux indigents par l'association patriotique féminine, préside le comité local de la Croix-Rouge et se rend chaque jeudi chez les religieuses pour une séance de couture en faveur des réfugiés. Voilà, et je terminerai par la période française. Après 1918, Irène se marie avec Eugène Efzelman, mon grand-père, jeune biologiste originaire de Russie, mais ayant grandi à Nice. Et Marion épouse en 1927 Nahum Tsatskin, le père de Michel Bleudet, pour ceux qui l'ont connu, intellectuel polyglotte, également d'origine russe et traducteur auprès des tribunaux parisiens. Les 2 cérémonies ont lieu au domicile du rabbin, ce dernier tenant à donner à ces célébrations un caractère plus familial. Nous n'avons que peu de précisions concernant ces dernières années de rabbinat. Cependant, une brouille importante intervient en 1923 entre Léonard Koch et Isaïe Schwartz, alors grand rabbin du Bas-Rhin. Et malade, Léonard Koch disparaît en 1930. Je lis une des nécrologies qui a paru. Quoique souffrant depuis longtemps, cet homme d'une belle prestance laissera d'unanime regret. Chargé depuis plus de 30 ans du soin pastoral de notre communauté, ce rabbin libéral, courtois, affable et bienveillant a finalement joué un rôle prépondérant dans la vie sociale de notre ville. Homme sympathique, porté naturellement à se faire aimer, à se rendre utile, il était présent quand les Wissembourgeois de tous les cultes avaient une demande à faire à la sous-préfecture ou au gouvernement militaire à Strasbourg. Orateur excellent, parlant avec aisance les 2 langues, il ne savait pas seulement captiver son auditoire à la synagogue, où il aurait pu remplacer avec succès le meilleur des officiants, mais il était pour ainsi dire indispensable chez les autorités. Voilà, j'en ai fini. En petite conclusion rapide, on peut dire que nous avons quelque peu extrait de l'anonymat, un rabbin qui a fréquenté, qui a été actif pendant plus de 35 ans dans des petits bourgs alsaciens, qui a joué le rôle
d'un bourgeois de petit bourg et qui a su se rendre utile auprès de ses colligénières qui ont gardé un bon souvenir. Voilà. Je répondrai aux questions qui seront posées si nécessaire. Merci pour les cavodes que tu as fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter. Michel, Michel Rotet, toi, tu connu l'histoire? J'ai connu pas autant aussi détaillé que ce qu'on vient d'entendre. Ça vous coûte faire à l'occasion éventuellement une émission sur l'école de préparatoire rabbinique de Colmar, qui a été une école éphémère durant une vingtaine d'années. Il y a eu 3 directeurs, dont le rabbin Zachary Wolf, qui a duré le plus longtemps et qui a terminé sa vie à Bischheim. D'accord. En fait, c'est les trois consistoires avaient décidé de se réunir et de faire une école préparatoire parce que les autorités allemandes ne voulaient pas en fait que des rabbins venant de l'école de Paris soient nommés en Alsace. Et de ce fait, ils ont créé une école préparatoire à Colmar et qui envoyait les élèves, les futurs rabbins à Breslau ou à Berlin chez Hildesheimer pour justement retrouver des fonctions spécifiquement en Alsace. Alors, le Alzheimer, pourquoi? Pardon? Hildesheimer. J'ai compris l'Alzheimer qui vient de Breslau. Chas Shalom. J'ai parlé. Merci. Bon, merci beaucoup, Claude. Voilà. Présentation. Alors maintenant, je lance un appel à la population. Si vous avez des renseignements supplémentaires sur le rabbin Kor, vous avez vu combien c'est compliqué. Tout ce que nous avons pu trouver, par exemple à la municipalité de Wissembourg, il n'y a absolument rien. Au consistoire, très très peu. Et donc, dans les différents dossiers, très peu de choses. Et si, encore une fois, nous n'avions pas les journaux et les souvenirs de ma grande-tante, nous n'aurions rien su. Donc, des fois, l'histoire prend des détours un peu inattendus et grâce à cela, on peut reconstituer. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je me permets en fait d'intervenir parce que bonjour. je travaille en fait actuellement aux archives municipales de Wissembourg et en fait, il s'avère, on en a parlé justement, que c'est l'ancienne synagogue de Wissembourg. Donc, je voulais juste tout simplement en fait vous faire profiter un peu du lieu. Donc, voilà, on a aussi quelques éléments qu'on avait gardés en fait des archives. Donc, pour revenir un peu sur son histoire, elle a été effectivement construite, donc la première synagogue a été construite entre 1869, donc pose de la première pierre, et achevée en fait en 1871. Après, effectivement, on l'avait vu, elle a été détruite par les Allemands et reconstruite en 1960. Donc, c'est en fait cet espace-là, en fait, qui est maintenant salle de lecture, qui a été conservé en fait jusqu'à nos jours. Je voudrais également remercier les archives de Wissembourg qui répondent de manière très aimable et très professionnelle à toutes les questions que j'ai pu leur poser et je voudrais leur exprimer toute ma gratitude. Et je rejoins ces remerciements justement moi aussi donc, pour justement la biographie que vous nous avez fait aussi du rabbin Kor. C'est vrai qu'on n'a absolument rien au niveau des archives et c'est vrai que c'est difficile en fait de trouver ça. Hein, donc voilà. C'est vrai que sur les personnalités, donc n'hésitez pas même, je lance un appel si vous voulez même le publier dans l'Outre-Forêt. Donc c'est une revue en fait qui est distribuée à l'échelle Outre-Forêt mais aussi un peu plus loin. On a aussi des Américains par exemple qui sont abonnés à cette revue. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'histoire locale, en fait, qui est écrite dans ces revues. Donc, c'est des revues de référence aussi où, d'ailleurs, Bernard Weigel, pour ceux qui le connaissent, avait écrit beaucoup d'articles aussi. Oui, oui.
Il y a un des derniers numéros qui a été consacré à la communauté juive qui est très intéressant et très riche. C'est pour ça que je me disais justement, grâce à votre conférence, pourquoi pas ne faire, faire quelques articles justement sur l'histoire aussi du rabbin Kor, parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde aussi qui viennent, même comme ça, maintenant c'est moins le cas, mais il y a des visiteurs qui viennent vraiment pour visiter le lieu et qui s'intéressent vraiment en fait à cette histoire-là, oui. D'accord. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, encore merci Claude et j'espère qu'on se voit la semaine prochaine. Oui. Alors, on peut se voir, mais pas me demander de parler. Voilà. La semaine prochaine, on parle de la liturgie française. Alors, on se voit lundi à 14h. Merci. Merci beaucoup. Shavua Tov et à très bientôt. Shavua Tov, à bientôt. Au revoir. Au revoir.